Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Habemus Papam à Bruxelles. Incroyable, hein? Alors, je dis ça parce qu'il y avait eu le titre d'un quotidien le soir, pour ne pas le nommer, qui avait titré Habemus Conclave. Hein, c'était le fin de semaine passée. Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Et donc visiblement on pourrait y être. C'est-à-dire que à l'heure où on parle, on est dans les dernières lignes droites, mais tous les signaux sont ouverts. Donc il apparaît effectivement qu'on pourrait avoir un gouvernement bruxellois cette semaine, peut-être même aujourd'hui, peut-être même au moment où on parle. Et c'était absolument improbable, vu que ça fait plus de 600 jours qu'on était sans gouvernement. Tout le monde se disait que c'était absolument impossible, que le blocage était improbable. On va un peu expliquer pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que ça devait être rapide, que ça devait arriver cette semaine, sinon on s'embourbait à nouveau. Et sans doute qu'on y est. Pourquoi ? Oui, ça on y est presque. Alors évidemment, c'est une question assez difficile et à l'heure de se parler ici, on n'a pas encore toutes les clés. Ce qu'on sait, c'est que le blocage, le nœud en fait du problème, c'était surtout autour du PS et de Anders, l'ancien OpenVLD. On sait que le PS ne voulait pas gouverner avec la NVA et on sait qu'Anders voulait absolument que NVA soit autour de la table. On a discuté effectivement pendant plus de 600 jours sur ça. Et en sans jamais parler du contenu d'ailleurs. Pendant un temps au début, on ne parlait pas du contenu. C'était qui voulait aller avec qui, peut-être pas. Oui, c'est ça. Et en fait, chaque tentative, qu'elle soit de centre-droit, on se souvient de David Leister qui a arrêté la politique. On se souvient de la dernière aussi avec Ivan Verhofstadt. Chaque tentative s'est heurtée finalement à ce paradoxe, à cette incompatibilité entre les deux. Et force est de constater que là, il y a eu une source de déblocage entre le PS et Anders. Mais c'est clair que cette incompatibilité, elle était politicienne dans un certain sens. Il y avait aussi 2 nœuds quand même qui étaient importants. Le premier, c'était budgétaire, c'est-à-dire qu'on sait que la situation budgétaire à Bruxelles est mauvaise et qu'il s'agissait de prendre des mesures. Et la deuxième liée à ça, c'était la nécessité quelque part de frapper fort, notamment en simplifiant les institutions, en remettant de l'ordre dans les affaires. Et visiblement, c'est un peu cet élément-là qui a pu se décoincer ces derniers jours. Mais c'est ça, c'est les 2 grandes revendications d'Anders, surtout d'ordre budgétaire comme tu le disais. Et il y avait un nœud entre l'effort à faire. Alors après, c'est vraiment des comptes d'apothicaire parce qu'on parle de centaines de millions d'euros, mais quelque part, le budget 2025 a été meilleur qu'attendu. Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ça s'est résolu tout seul, quoi. Ben oui, donc ce budget, finalement, Dirk De Smet, le ministre sortant du budget... Qui bouge beaucoup, lui, depuis qu'il est arrivé. Exactement, on en entend beaucoup parler, a constaté, en fait, que les chiffres étaient un petit peu meilleurs qu'attendus, ce qui a fait que l'effort n'était plus de 1,3 milliard, mais de 1 milliard. Tiens, 1 milliard, c'est l'effort qu'avait accepté Ahmed Laouej durant les négociations de formation avec Ivan Verhofstadt, qui s'était elle-même plantée. Mais donc, comme tu l'as dit... ça tient un peu de choses. Un déblocage peut venir de lui-même. Exactement. C'est vraiment un peu... Allez, on suppose qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui ont joué. Mais une fois ce nœud budgétaire où tout le monde pouvait en fait sortir la tête haute, Anders a toujours dit, moi je veux une neutralité budgétaire du déficit d'ici 2029. Grâce à cette amélioration économique, il peut le dire. Et on sait aussi que sur un tas d'autres dossiers où il y a beaucoup de cristallisation de pression de part et d'autre, mais que par exemple sur le plan Good Move, sur la zone LES, sur les friches où le PS veut construire des logements, là on sait qu'entre les libéraux, MR et Anders et le PS, il y a vraiment une ligne commune. Il y a sans doute des éléments externes qui ont pollué l'histoire. On sait que Anders, OpenVLD auparavant, a vécu des moments quand même un peu compliqués en interne. Clairement. Quelque part, il y a eu un flou sur la ligne politique, il y a eu un changement de président. C'est quand même pas par hasard que aujourd'hui, alors que Frédéric de Gucht, quelque part, est arrivé à la tête du parti, a imposé sa marque, a changé de nom, et puis maintenant, quelque part, était peut-être en position plus libre, de prendre des risques.
et aussi des scotchés de la NVA, parce qu'on parle souvent de scotchage du côté francophone, mais il faut savoir que du côté flamand, il y avait quand même ce lien. C'est compliqué, quoi. Anders OpenVLD, il pourrait se faire tuer et manger tout cru par la NVA, donc il y a un risque à aller sans eux. Simplement, c'est vrai que il y a quelque chose de rationnel. En fait, on retourne à une forme de rationalité bruxelloise, parce que pendant longtemps, en tout cas, le PS et l'OpenVLD à l'époque, Anders aujourd'hui, étaient liés à Bruxelles. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui qu'ils étaient en guerre perpétuelle. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'était Charles Piquet qui était ministre-président, fondateur de la région bruxelloise. Il y avait un Guy Van Engel qui était à ses côtés. Et bien pratique, oui. Voilà, c'était deux larrons en foire. Hein. Donc, ils avaient une vision assez semblable de l'avenir de la région. Et donc ici, on a sans doute retrouvé ça. Après, il y avait évidemment le bras de fer PSMR. Et là, on sait que les tensions étaient importantes. Et que là, il y a sans doute à la fois un élément lié aux contraintes du moment, à se dire qu'on ne va pas avoir le Valais Noir en permanence, et peut-être des petits jeux qui visent aussi à tuer définitivement les écologistes, ça on ne le sait pas. Oui, c'est ça, mais on sait de sources assez sûres qu'il y a eu un axe PS, MR et Anders qui ont préfiguré en tout cas ce conclave. Ils se sont peut-être pas arrangés, mais ils ont mis les choses à plat. Alors, c'est vrai que pour le PS, on peut se dire aussi pourquoi ce revirement soudain, mais peut-être que la pression de leur côté devenait forte aussi au niveau du gouvernement. Parce que c'est pas une coalition qui les arrange forcément. Non, avec le MR et les engagés, eux, ils rêvaient d'une coalition de gauche. Voilà, clairement. Et on va y venir, je pense, à la fin de ce podcast. Mais donc, qu'est-ce qui a fait bouger un peu le PS ? Beaucoup de choses. On sait que depuis longtemps maintenant, le secteur associatif est clairement sous-financé. Ça, c'est clairement un point pour le PS qui devait être réglé, quel qu'elle soit. On a cité le SAMU social, mais il y a bien d'autres associations à Bruxelles qui ont besoin de budgets supplémentaires, ce qui n'est pas possible avec un gouvernement en affaires courantes. Mais il y a aussi d'autres chantiers assez symboliques. Il y a le musée Canal qui doit connaître aussi un aboutissement. Il y a le parc des sports au Ezel qui est cher au bourgmestre Philippe Claus. Voilà. Alors on sait aussi que dans ce gouvernement sortant, les choses commençaient à devenir un petit peu compliquées, pour pas dire autre chose. Entre la secrétaire d'État, Benamou, qui a démissionné, le PS voulait le remplacer, n'est pas arrivé, malgré la majorité dont il disposait, n'est pas arrivé à le remplacer. Et là, je crois que toi, tu avais eu des éléments là-dessus. Ça devenait vraiment, on se tirait dessus, on se tirait dans les pattes, quoi. C'est sûr qu'à partir du moment où on galvaudait l'argent des Bruxellois et où la situation était quand même pour le moins délétère, c'était un peu mal vu l'idée de remplacer une secrétaire d'État et de faire comme si de rien n'était. C'est vrai que l'ambiance devenait délétère. Il y a un élément qui est important quand même, c'est l'arrivée d'Éric de Smet, le ministre qui était d'ailleurs dans le cabinet auparavant, mais qui a remplacé Sven Gatz, qui était lui aussi un ministre qui était là depuis un certain temps. Mais il faut quand même savoir que Sven Gatz n'était pas en grande forme au niveau de sa santé, et que quand il est arrivé, Dirk de Smet, il a quand même un peu insufflé un nouveau souffle, et quelque part il a énervé tout le monde. C'est-à-dire qu'il est venu avec une vraie dynamique budgétaire, une vraie volonté de changer les choses, et je pense que ça a contribué au fait que dans l'équipe sortante, qui ronronnait un peu, qui bougeait plus vraiment, on s'est dit mais c'est plus tenable, quoi. Ça a quelque part réveillé la dynamique nécessaire à Bruxelles. Alors on voit derrière qu'aujourd'hui ceux qui vont se faire sans doute écarter, notamment Alain Marron qui est ministre écologiste, ils l'ont mauvaise. Alors on ironise sur le fait que maintenant socialistes et libéraux vont peut-être dormir ensemble dans le même lit, mais au bout du compte, il y a une certaine logique à ce à quoi on arrive aujourd'hui. Oui, c'est ça, avec Zaka Katabi aussi qui était sorti dans un poste, avec un peu le seum, on peut le dire, mais... on peut dire ça comme ça. Mais oui, après, il y a toujours une question, c'est de savoir, et tu l'as un petit peu évoqué, ce qui
permettait en fait ce changement du côté de l'OpenVLD, enfin Anders. Bart de Wever l'avait quand même très mauvaise. Il se disait sidéré que l'OpenVLD de nouveau se couche parce que Bart de Wever, il rêvait quelque part de mettre Bruxelles sous tutelle. Donc c'est vrai que pour lui, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, voilà, en disant mais vous devez pas vous appeler Anders mais Hetzelfde. Et enfin voilà le même donc autrement mais le même. Autrement, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Vondel. Du Bart de Wever tout craché. Après c'est vrai que on peut pas vraiment donner tort à la NVA. La NVA, donc Silt Van Achter qui disait, Ahmed Laouej a de nouveau gagné, le PS a de nouveau gagné, c'est de nouveau lui qui crée les majorités du côté néerlandophone de Bruxelles, ou en tout cas c'est lui qui met son veto, et finalement c'est jamais lui qui se couche. On peut aussi se réjouir que du côté d'Anders, on ait aussi changé son fusil d'épaule, parce que je pense que sinon on se retrouverait sans gouvernement d'ici 2029. Donc voilà, après on sait qu'il y a eu cette tractation sans doute entre PS, Anders et MR, savoir quoi. Certains bien informés rue de la Loi disent que maintenant soudainement Ahmed Laouej et Georges-Louis Boucher s'entendent comme larron en foire. Je suppose qu'il y a eu des tractations, et ça on verra. L'accord de gouvernement, s'il y en a un, donc qui est peut-être éminent, va nous le dire directement. Comme je l'ai dit, il y a eu ce plan Good Move, là ils sont sur la même longueur d'onde, la zone LES ils sont sur la même longueur d'onde, les friches plus ou moins sur la même longueur d'onde. Il se disait que Georges-Louis Boucher acceptait de refinancer certaines communes. On sait qu'Ahmed Laouej, bourgmestre de Kuckelberg, il tient fort. Donc voilà, on verra dans la suite des événements jusqu'où ces tractations ont été, et les engagés qui sont un petit peu au milieu de ce jeu de qui, quoi, et qui l'avaient assez mauvaise. Le nœud budgétaire étant moins compliqué, il faudra quand même voir, parce que je pense que on va quand même avoir des mesures difficiles à Bruxelles. On parle quand même de décisions importantes. Donc toute la question, c'est de savoir maintenant quelles vont être les ruptures qui ont été possibles dans l'accord de gouvernement, comment un certain nombre de décisions vont atterrir. Je pense par exemple à la fusion des zones de police, des choses comme ça. Si il y avait une volonté de OpenVLD Anders d'être avec la NVA, le MR n'était pas en reste, il faut quand même pas oublier ça. C'est parce qu'il y avait une espèce d'axe entre, et là plutôt le MR et la NVA, entre la région bruxelloise et le fédéral, avec l'intention de réformer cette région, de la simplifier, donc de prendre des mesures fortes. Ici, on perd quelque part ce lien-là, c'est-à-dire que tu l'as dit très bien, Bart de Wever se sent un peu trompé dans cette histoire-là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que c'est important, cette relation-là entre le fédéral et sa capitale. C'est important symboliquement, c'est important financièrement, parce qu'il y a de l'argent qui est donné par le fédéral à la région. C'est important pour l'avenir, parce qu'on sait que malgré tout, il y a un moment, peut-être qu'il y aura un refinancement nécessaire, peut-être que Bruxelles va se trouver au cœur de discussions institutionnelles, et je pense que maintenant la NVA n'hésitera pas. Non, c'est clair. Donc c'est sûr que cet élément-là, comment on va se comporter Ahmed Laouej, parce qu'on dit ils s'entendent bien, mais quelque part Ahmed Laouej pour le PS, il voulait presque faire de Bruxelles un lieu de combat contre le fédéral. Donc, alors là, maintenant, il va être neutralisé sans doute, mais ça va quand même être des éléments qui pourraient, si le gouvernement arrive bien, qui pourraient provoquer des tensions. Alors, petite question évidemment et devinette, c'est, à ton avis, qui sera ministre-président ? Mais c'est un piège. Déjà, avec Georges-Louis Boucher, on sait qu'on risque de se tromper à tous les coups. C'est ça, mais déjà, montrons-nous peut-être prudents, parce que l'heure d'enregistrer ce podcast, peut-être que tout peut éclater. Le fameux adage, tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. De toute façon, si jamais les gens auront déjà zappé. Mais... peut-être. Mais en tout cas, oui, si on veut... les noms qui ont été évoqués ci et là dans la presse sont assez connus. Mais donc, il y a Georges-Louis Boucher lui-même, mais il y a quand même peu de chance. Il s'est pas engagé en Wallonie, donc je ne vois pas pourquoi il irait se mettre dans le guépier avec Ahmed Laouej. Il y a peut-être certains qui seraient contents au MR, qui partent là. Mais... Certains évoquaient Sophie Wilmès, mais bon, qui n'habite pas à Bruxelles, je pense, dans la capitale, mais en périphérie. Juste là où il y avait le corridor qui devait rejoindre
de la région. Elle est bien occupée dans ces matières européennes et quelque part peut-être qu'elle veut se présenter comme une alternative pour plus tard. Donc ça, je la vois mal aussi se positionner là-dedans. Alors il y a les Bruxellois pure souche, David Weitzman qui est le président du CPAS de Bruxelles. C'est le plus grand CPAS de Belgique, tout simplement. Un proche de Boucher. Proche de Boucher qui connaît bien les matières. Son nom a été dit. Alors bien sûr, il y a le ministre Quintin qui a été mis ministre de l'Intérieur par ce même... C'est l'homme à tout faire, en par fait. Ce même Boucher. Il avait déjà été aux affaires étrangères quand Adjal Habib était parti, et puis on l'a mis à l'intérieur parce que Georges-Louis Boucher visait, rappelez ça, il visait l'intérieur et qu'il en dernière minute refusé. Donc c'est le mec qu'on met partout. Mais c'est ça, il y a eu cette tractation-là. Alors lui à la carrure, clairement, pour représenter ce rôle. Alors moi, je me dis pourquoi pas le retour de l'enfant prodigue, David Leicester. Bon, je connais pas du tout sa situation personnelle. Je pense qu'il avait fait un choix dans sa tête et que ce choix est acté. Il reste quand même bourgmestre de Watermal-Boisfort. Jamais dire jamais, parce que je pense qu'effectivement, d'abord, il s'est beaucoup investi là-dedans, et ensuite, je pense qu'il n'a pas vraiment une situation très claire maintenant. Alors je pense que lui s'était retiré de la politique nationale, a-t-il dit, mais maintenant que déblocage il y a, on connaît les politiques. C'est pas une mauvaise piste. En Belgique. J'ajouterais aussi Valentine Delwart, parce que même si avec un petit bémol, c'est-à-dire que malgré tout c'est quand même elle qui menait l'équipe de négociation. Elle est importante, c'est un des piliers du MR. Et par ailleurs bruxelloise, chefine à Uccle, si je ne me trompe pas, et donc quelqu'un qui connaît bien la situation, juste qu'elle est très étiquetée, même si ça a changé, qu'elle a réussi à bien s'entendre avec Georges-Louis Boucher, mais enfin très étiquetée, Michel, parce que c'était la femme de confiance de Charles Michel à l'époque. Donc, et connaissant Georges-Louis Boucher, il y a toujours un côté où il veut mettre des hommes ou des femmes à lui, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent complètement. Maintenant, c'est toujours possible. Et alors, je pensais aussi récemment, mais ça c'est sans doute absolument à côté de la plaque, mais il y en a un autre à Uccle qui s'appelle Boris Diliès, qui est bourgmestre d'Uccle et qui, ces derniers temps, était quand même un peu en train de se positionner. Et c'est lui aussi, il coche pas mal de cases possibles. Mais... C'est ça. Et en même temps, connaissant Georges Boucher, à mon avis, on aura probablement tort tous les deux. Donc voilà, peut-être Julie Taton, on ne sait pas. Qui sait, je ne sais plus où elle est domiciliée, elle, mais je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, Habemus Gouvernorum peut-être, Habemus Conclave, ça c'est sûr, et donc Habemus Ministre Praesidentia, ça on ne sait pas, on va voir, mais bon, c'est vrai que c'est un soulagement, parce que cette crise bruxelloise était quand même un blocage. Encore une fois, si ça se confirme, si ça se débloque, c'était quand même un nœud incroyable et extrêmement préjudiciable pour la Belgique et pour l'Europe. Pas oublier que cette ville-région est la capitale de l'Europe. Donc à l'heure où l'Europe est en train d'accomplir un sursaut, peut-être que ce ne serait pas mal que sa capitale suive le mouvement. Merci Olivier. Merci Baptiste. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.